guerre au Moyen-Orient, prix du carburant, affaire Liana. Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron dans l'événement France Info. Au lendemain de la fin du G7 à Évian-les-Bains Haute-Savoie et avant de se rendre à une réunion du Conseil européen, Emmanuel Macron était l'invité de l'émission L'événement sur France 2, jeudi 18 juin. Le président de la République a répondu aux questions de Caroline Roux au sujet de la guerre au Moyen-Orient, du conflit en Ukraine et de ses relations bilatérales avec Donald Trump. Depuis l'Élysée, le chef de l'État a aussi été interrogé sur quelques sujets de politique intérieure, comme la mort de Liana, et sur son bilan, à 10 mois de la fin de son mandat. Emmanuel Macron ne croit pas que la guerre entre les États-Unis et l'Iran soit totalement terminée, ça s'est fait de manière assez spontanée, relate Emmanuel Macron, quelques heures après la signature par Donald Trump, à Versailles, de l'accord de paix avec l'Iran. Le chef de l'État assure que la décision d'organiser cette signature en France a été prise d'un accord commun entre Paris et Washington. C'est une bonne chose, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que la guerre soit totalement terminée, avance Emmanuel Macron. On rentre dans une nouvelle phase, qui est celle de la coopération, du dialogue, précise-t-il, ajoutant qu'il faudrait reprendre des négociations sur le nucléaire iranien. Pour qu'elles se finissent, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont indispensables, pour lever les sanctions décidées par l'ONU. Cet accord n'est-il pas un simple retour à la situation précédant la guerre déclenchée les États-Unis et Israël, avec une réouverture du détroit d'Ormuz, mais aucune garantie définitive sur le nucléaire iranien et un régime de Téhéran renforcé par ce bras de fer? C'est toujours mieux d'avoir un accord que la guerre, surtout quand il y a un risque d'escalade et c'était le cas, réplique le chef de l'État, qui juge également que cette guerre a affaibli les capacités militaires de l'Iran. On n'a pas un changement de régime par des bombardements, commente également Emmanuel Macron, estimant que des gens autour de Donald Trump le poussaient à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans le cadre de cette opération visant l'Iran. Les prix à la pompe vont progressivement baisser, juge le président. La signature de cet accord a immédiatement baissé les prix du baril de pétrole et donc les prix à la pompe vont progressivement baisser, estime le chef de l'État. C'est important que le détroit d'Ormuz soit rouvert de manière durable, poursuit-il, pour tous les navires, y compris sous pavillon français, comme celui qui a passé le détroit jeudi matin. Nous n'avons obtenu aucune garantie, car la France n'est pas partie prenante de cet accord, souligne-t-il, ajoutant que Donald Trump lui avait assuré que le détroit rouvrirait sans condition et sans péage payant. Emmanuel Macron continue de le marteler, la France est disponible pour aider à la réouverture du détroit d'Ormuz, même si pour l'instant, Washington ne saisit pas cette offre. Le chef de l'État insiste également sur la nécessité d'établir d'autres voies d'acheminement du pétrole. On ne peut pas dépendre de ce détroit, utilisé comme outil de pression par Téhéran. Emmanuel Macron souhaite que le Liban puisse reprendre le contrôle de ses territoires. Emmanuel Macron insiste sur l'importance de cet accord de paix pour le Liban, alors que l'armée israélienne mène des frappes dans le sud du pays pour combattre le mouvement pro-iranien du Hezbollah. On va très rapidement mobiliser la communauté internationale pour aider l'armée libanaise à reprendre le contrôle de ses territoires, affirme-t-il. Interrogé sur la position de Benyamin Netanyahou, qui refuse de retirer ses troupes du sud du Liban, Emmanuel Macron estime que Donald Trump a raison quand il dit que le Premier ministre israélien doit faire preuve d'esprit de responsabilité. La politique que Benyamin Netanyahou continue de mener à Gaza, en Cisjordanie, et au Sud-Liban est, dans la durée, contraire aux intérêts d'Israël parce qu'elle alimente le ressentiment, la violence de toutes les populations de la région, déclare-t-il. Emmanuel Macron estime que l'Ukraine résiste très bien face à la Russie plus de 4 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron loue la résistance de l'armée de Kiev et sa capacité de production de drones, stupéfiante. L'Ukraine est en train de très bien résister, réagit-il. Selon lui, le G7 a permis à Donald Trump d'en prendre conscience, une vraie avancée. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il pensait que l'Ukraine allait perdre, c'est pour cela qu'il voulait faire conclure une paix rapide, ça se passait mal entre le président Trump et le président Zelensky dans le bureau ovale, retrace le président français. Je suis convaincu que Donald Trump va mettre plus d'engagement pour qu'on puisse collectivement aider l'Ukraine, a-t-il ajouté. Le style de Donald Trump, c'est un peu toujours la provocation, selon le chef de l'État interrogé sur ses relations avec le locataire du bureau ovale à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, l'égalité homme-femme, le climat, le rapport au droit international. Ce ne sont pas des petits sujets, concède-t-il. Mais je suis pragmatique, j'ai essayé d'avoir un G7 où j'ai engagé les Américains partout où on pouvait avoir des accords, poursuit-il. Le style c'est un peu toujours la provocation, plus exactement une forme de menace pour avoir un rapport de force, analyse Emmanuel Macron.
Alors que Donald Trump promet de taxer les vins français si Paris impose une taxe aux géants de la tech, le président français affirme être parvenu à apaiser les choses. On a décidé d'ouvrir un travail avec l'administration américaine pour leur montrer qu'on doit taxer ces groupes, affirme-t-il. Pour Emmanuel Macron, l'Europe ne met pas assez d'argent sur l'IA. La suspension de certains outils d'anthropique en Europe, décrétée par Washington, a aussi été au menu des discussions entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Ce dernier se veut rassurant au sujet des modèles d'intelligence artificielle IA développés par l'entreprise américaine. Il y a deux leaders sur l'IA, les États-Unis et la Chine. L'Europe a décroché. En Europe, la France est de loin la meilleure. On est champion d'Europe, maintenant on veut être dans la compétition mondiale, a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron déplore cependant que l'Europe ne mette pas assez d'argent sur l'IA. Il faut rendre nos procédures plus efficaces, déclare-t-il après la mort de Liana. Interrogé sur la mort de Liana, Emmanuel Macron estime qu'une profonde transformation est en cours dans le pays après le choc causé par cette affaire. Je l'ai dit dès le premier jour, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, a-t-il ajouté. Il y a un travail d'inspection qui a été demandé. Il sera rendu le 22 juin. On ne doit jamais s'habituer, on doit toujours s'indigner, mais ça ne doit pas signifier l'impuissance, ni la vindicte. Si on veut que cette indignation soit féconde, il faut qu'elle se traduise par des gestes utiles. Sur le sujet, il reconnaît qu'il faut qu'on continue inlassablement de rendre nos procédures plus efficaces. Sujet suivant. Une nouvelle vague de chaleur a commencé en France. Visualisez comment elles sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années, France Info. Une nouvelle vague de chaleur a commencé en France. Visualisez comment elles sont devenues plus fréquentes et plus intenses ces dernières années. La montée des températures marque le début de la 52e vague de chaleur dans l'Hexagone depuis 1947, selon Météo France. La moitié d'entre elles ont eu lieu ces 15 dernières années, à cause du réchauffement climatique. Publié le 18-06-2026 17h10, mis à jour le 18-06-2026 17h39. Temps de lecture, 2 minutes. Météo France enregistre les vagues de chaleur depuis 1947. Robin Prude, France Info. C'est officiel. Une vague de chaleur a commencé en France mercredi 17 juin, a annoncé Météo France. Ce jour-là, la température moyenne sur l'ensemble du pays a atteint 23,6 C à 17h. Et elle devrait encore augmenter très fortement dans les jours à venir, selon les prévisions. Entre jeudi et dimanche, les très fortes chaleurs et les nuits chaudes touchent une large partie du pays, avec jusqu'à 35 à 38 C sur une bonne partie du pays, du sud-ouest au centre-est et au nord-est, en passant par le centre-Val de Loire et le bassin parisien, prévient Météo France. Dimanche verra une nouvelle montée des températures, qui pourrait atteindre 40 C voire plus dans le sud-ouest, et, globalement, lundi pourrait être encore plus chaud que dimanche, complète le météorologue français. Après un premier épisode de températures inédites durant le mois de mai, ce nouveau coup de chaud signe la première vague de chaleur de l'année 2026, selon la définition de Météo France. Il s'agit de la 52e dans l'Hexagone depuis 1947. Mais depuis quelques années, leur fréquence et leur intensité ont fortement augmenté, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous. AMP, X26, X26, lieutenant, IMG SRC HTTP, public.flourish.studio visualisation 29 419 429 thumbnail 800 alt scat visualisation AMP, X26, GT. Les chiffres sont édifiants. Depuis 1947 et le début de relevé précis de Météo France, la moitié des vagues de chaleur ont eu lieu avant 2010 donc en 60 ans et l'autre moitié après 2010 donc en 15 ans. En 2025, 2 vagues de chaleur ont ainsi balayé la France. Au-delà de leur fréquence qui s'est accélérée, ces vagues de chaleur sont également plus précoces et tardives. Toutes les vagues de chaleur que l'Hexagone a traversées au mois de juin en 2005, 2017, 2022 et en 2025 sont récentes. Les températures élevées ne sont donc désormais plus seulement réservées aux 2 mois d'été, comme c'était le cas il y a plusieurs décennies. Les vagues de chaleur sont également plus intenses, avec une température moyenne sur l'Hexagone et la Corse de plus en plus élevée. Comment expliquer cette tendance ? Les travaux scientifiques sont unanimes. Les vagues de chaleur se multiplient sous l'influence du changement climatique, alimenté par la combustion massive des énergies fossiles. Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C.
Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions d'énergie renouvelable, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant. Mort de Liana, des résultats d'autopsie révèlent que la collégienne a été violée, France Info. Mort de Liana, des résultats d'autopsie révèlent que la collégienne a été violée. La jeune victime avait été découverte dans un silo désaffecté de la commune de Puy-Casquier-Gers, début juin. Publié le 18-06-2026 22h16 mis à jour le 18-06-2026 23h41 temps de lecture, 1 minute des manifestants rassemblés contre les violences faites aux enfants après la mort de Liana, le 15 juin 2026 à Paris. Judy Amani en Lucas AFP des résultats de l'autopsie de Liana, une collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers après avoir disparu, révèle qu'elle a été violée, a appris France Télévisions de sources proches du dossier, confirmant une information de l'AFP et de BFM TV. Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût, a déclaré François Roujoux de Boubet, l'avocat de la famille de la collégienne dans un communiqué consulté par France Télévisions. La famille demande à ce que son intimité et sa vie privée soient respectées. Aucun autre commentaire ne sera fait. La jeune victime avait été découverte dans un silo désaffecté de la commune de Puy-Casquier-Gers. Les causes de la mort ne sont toujours pas connues. Le principal suspect, Jérôme Barella, un père de famille de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans. Il avait déjà été visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineurs. De nouvelles plaintes ont été déposées à son encontre dans la lignée de sa mise en examen. Les révélations sur plusieurs plaintes pour viol sur mineurs visant ce suspect ont suscité une vague d'émotion et d'indignation, et relancé les interrogations sur les défaillances du système judiciaire. Des parlementaires et associations de défense des victimes appellent à une loi intégrale de lutte contre les violences sexuelles, qui vise à réformer en profondeur la législation en matière de violences faites aux femmes et aux enfants. Sujet suivant. Coupe du Monde 2026. La Suisse vient à bout de la Bosnie-Herzégovine après un dernier quart d'heure de folie, France Info. Coupe du Monde 2026. La Suisse vient à bout de la Bosnie-Herzégovine après un dernier quart d'heure de folie. La Suisse a obtenu sa première victoire dans ce mondial, jeudi, à Los Angeles, après son match nul inaugural face au Qatar. Publié le 18-06-2026 22h59 mis à jour le 18-06-2026 23h10 temps de lecture. 1 minute le Bosnien Amar Dedić et le Suisse Ruben Vargas lors de Suisse, Bosnie-Herzégovine, le 18 juin 2026, à Los Angeles. Ringo Shuzuma Sipasi des producteurs hollywoodiens étaient assis en tribune du SoFi Stadium de Los Angeles, peu probable qu'ils adaptent ce Suisse, Bosnie-Herzégovine au cinéma. Car si le public a eu le droit à un feu d'artifice final inattendu, jeudi 18 juin, cette rencontre du groupe B, qui avait vu toutes les nations se neutraliser lors de la première journée, n'a pas vraiment tenu en haleine, pendant 75 premières minutes d'un ennui total 4-1. En plein doute après leur match nul frustrant contre le Qatar, les Suisses ont en effet eu toutes les peines à prendre le meilleur sur des Bosniens venus pour défendre, et rien d'autre. Muselée, la Nati a eu le mérite de ne pas perdre patience. Une persévérance qui a fini par payer dans le dernier quart d'heure, dans le sillage du duo Johan Manzambi-Ruben Vargas. Entrés en jeu, les deux attaquants ont dynamité le coffre-fort bosnien. Le premier, Pépite de 20 ans, a inscrit un doublé sur 2 services de Ruben Vargas qui, entre-temps, avait fait le break sur une passe de Bril Mbolo 2-0, 84e. Sur une volée puissante d'Ermin Mamic 3-1, 93e, la Bosnie-Herzégovine, réduite à 10 en fin de match, a sauvé l'honneur, avant que Granit Xhaka alourdisse la note sur pénalty 4-1, 94e. Les Helvètes prennent les commandes de ce groupe B, avant Canada-Qatar le 19 juin à minuit. Sujet suivant. Accord entre l'Iran et les États-Unis, pourquoi le plus difficile reste à faire lors des 60 prochains jours de négociations, France Info. Publié le 18-06-2026 16h47 temps de lecture, 5 minutes Donald Trump participe à un dîner avec Emmanuel Macron au château de Versailles, dans les Yvelines, le 17 juin 2026. Bastien Oyer en Lucas AFP Washington et Téhéran se sont donné 2 mois pour discuter des conditions de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable. De nombreux points sensibles restent à négocier, notamment celui du nucléaire iranien. Le plus dur commence. Après la signature d'un protocole d'accord de paix par les États-Unis et l'Iran,
mercredi 17 juin, les deux pays ont désormais 60 jours pour discuter des points clés de sa mise en œuvre. Les pourparlers doivent démarrer sans plus tarder. Il est toujours prévu que les États-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs que sont le Pakistan et le Qatar, se réunissent vendredi 19 juin près de Lucerne, pour entamer les premières négociations, a fait savoir jeudi le ministère des Affaires étrangères suisse. Ces 2 mois vont s'avérer critiques. Le texte signé mercredi par les présidents américains et iraniens, Donald Trump et Massoud Pezeshkian, prévoit la fin des hostilités, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz que Téhéran verrouillait depuis la fin février, ainsi que la levée simultanée du blocus américain pesant sur les ports iraniens. Mais il laisse de nombreux points en suspens, à commencer par la durée même des négociations. Théoriquement de 60 jours, elle peut être prolongée d'un commun accord par les deux parties. Une hypothèse très plausible, selon James Acton, co-directeur du programme sur la politique nucléaire au cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace. Il me paraît extrêmement improbable qu'un accord final soit jamais conclu, et encore moins dans un délai de 60 jours, affirme-t-il dans les colonnes du Monde. Le quotidien rappelle d'ailleurs qu'il avait fallu 2 ans d'âpres négociations à l'administration Obama pour concrétiser le premier accord sur le nucléaire iranien, dont les États-Unis se sont retirés durant le premier mandat de Donald Trump en 2018. Le devenir des stocks d'uranium enrichi de l'Iran est probablement la plus grande inconnue de ce protocole d'accord. Lorsqu'ils ont lancé leur offensive en Iran en février, les États-Unis et Israël assuraient vouloir empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique. La République islamique s'engage bien, dans le texte, à ne pas se procurer ni développer d'armes nucléaires. Mais il reviendra aux négociateurs de régler le sort des matières enrichies accumulées par l'Iran, une des options envisagées étant de diluer l'uranium enrichi sur place, sous la supervision de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il s'agit d'une opération très complexe, et ce n'est un secret pour personne. Nous devrons donc être extrêmement précis dans les détails, a réagi jeudi Raphaël Grossi, son directeur général. Tout peut fonctionner lorsque les deux parties décident qu'elles veulent que quelque chose soit fait, a-t-il affirmé, alors que l'on ignore ce qu'il est advenu des plus de 400 kg d'uranium enrichi que l'AIEA a vu pour la dernière fois en juin 2025. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, au siège de l'organisation à Vienne, Autriche, le 8 juin 2026. J.O. Clamart AFP. Le démantèlement de l'arsenal balistique iranien, lui, ne figure pas dans le protocole d'accord signé mercredi. Le danger que représentent ces missiles pour Israël et pour les bases américaines au Moyen-Orient faisait pourtant partie des justifications avancées par les États-Unis au début du conflit contre la République islamique, rappelle Le Monde. Donald Trump a affirmé mercredi, lors d'une conférence de presse à la fin du sommet du G7, que ce point serait discuté avec les pays du Golfe. Ils doivent en avoir quelques-uns, parce que d'autres en ont, a déclaré le président américain, au sujet des missiles balistiques. Selon The Hill, il a ajouté que ces armements n'étaient pas le problème, car ils peuvent faire des dégâts à un petit endroit, mais ils ne font pas sauter la planète. En parallèle, l'Iran a obtenu d'importantes concessions dans le mémorandum. Les États-Unis s'y engagent non seulement à mettre fin à tous les types de sanctions contre la République islamique, mais aussi à rendre pleinement disponibles et utilisables les fonds et avoirs iraniens gelés. Si le calendrier de la levée des sanctions doit être discuté dans les 60 prochains jours, les États-Unis vont, en attendant, accorder des dérogations à Téhéran pour lui permettre de reprendre ses exportations de pétrole. Autre point positif pour l'Iran, la mise en œuvre d'un plan de 300 milliards de dollars, soit 261 milliards d'euros, pour la reconstruction et le développement économique du pays, selon des modalités qui devront, elles aussi, être négociées ces prochaines semaines. Une photo diffusée sur le compte Telegram de la chaîne iranienne IRIB montre le président Massoud Pezeshkian avec le protocole d'accord signé, le 18 juin 2026. IRIB AFP. Aux États-Unis, ces concessions ont suscité beaucoup de scepticisme. Donald Trump cède bien plus qu'il n'obtient, a écrit le Wall Street Journal, alors que la chaîne conservatrice Fox News a rapporté les critiques de ceux qui affirment que le cadre offre à l'Iran d'énormes avantages financiers, sans exiger le démantèlement de son infrastructure nucléaire. Téhéran compte d'ailleurs négocier d'autres avancées économiques, cette fois sur la question du détroit d'Ormuz. S'il prévoit la reprise immédiate et en toute sécurité du trafic des navires commerciaux dans le couloir maritime, le protocole précise que les passages se feront sans frais pendant 60 jours uniquement. Les pourparlers à venir porteront donc aussi sur l'ambition iranienne de faire payer les navires qui empruntent le détroit, qu'il ne reviendra pas à la situation d'avant-guerre, a assuré mercredi le négociateur en chef de la République islamique, Mohammad Bagheri Ghalibaf. L'Iran a un droit de souveraineté sur Ormuz et, bien sûr, nous percevrons une redevance pour ses services. Mohammad Bagheri Ghalibaf,
négociateur en chef de la République islamique dans une interview à la télévision iranienne. Le conflit au Liban pourrait toutefois compliquer l'avancée des discussions. Le premier point du protocole prévoit la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, mais aussi de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays du Cèdre. Depuis des mois, Israël y mène une offensive aérienne et au sol contre le Hezbollah, groupe chiite pro-Téhéran. Mercredi, le chef du mouvement libanais a salué une grande victoire pour l'Iran et appelé à tirer profit de cet accord pour expulser Israël du territoire libanais. L'État hébreu n'a pas réagi à la signature de l'accord. Mais il avait très froidement accueilli l'annonce, plus tôt dans la semaine, d'un début d'entente entre Téhéran et Washington. Jeudi, l'armée israélienne a même publié une nouvelle carte des territoires qu'elle occupe au Liban, rapporte Reuters. Selon l'agence de presse, qui cite des sources anonymes proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Tel Aviv tente désormais de négocier avec les États-Unis le droit de poursuivre ses opérations au Liban. Israël parie sur l'échec de la deuxième phase de cet accord et sur le fait qu'aucune entente n'est possible entre la République islamique et les États-Unis, analyse Clément Terme, spécialiste de l'Iran, auprès de France Info. Donald Trump a lui-même admis, mercredi, qu'une reprise des hostilités restait possible. Si, au bout de 60 jours, nous ne tombons. D'accord, nous allons continuer à bombarder, a-t-il menacé.